Annie Monneron, meurtre à Montpellier. Narration, Florent Houlier. Les évolutions techniques en matière d'analyse ADN permettent régulièrement de résoudre des cold cases. Le cas d'Annie Monneron en est un parfait exemple. Cette jeune préparatrice en pharmacie de 29 ans avait été violemment agressée puis tuée dans son immeuble à Montpellier un soir de février 1993. Sur ses vêtements, plusieurs traces ADN avaient été retrouvées, inexploitables à l'époque. Annie fréquentait beaucoup de monde. De nombreux suspects ont défilé dans les bureaux de la police judiciaire de Montpellier, chargés de résoudre cette enquête criminelle. 10 ans plus tard, c'est le travail acharné d'un nouveau juge d'instruction et de nouvelles analyses ADN qui vont permettre de retrouver le coupable. Le meurtrier d'Annie Monneron s'appelle David Misset-Toubé. C'est un violeur en série, condamné pour plusieurs agressions sur des jeunes femmes. Au moment où il a été confondu, il était encore en prison et allait bientôt être remis en liberté. L'affaire Annie Monneron, c'est une course contre le temps qui débute le 28 février 1993. Ce soir-là, une partie de Montpellier est en fête. Les rues sont investies par une foule d'amateurs de rock, allant de café en café à l'occasion d'un festival, les États du rock. Beaucoup d'habitants sont de sortie jusque tard dans la nuit, pas seulement des festivaliers. De nombreux policiers sont mobilisés pour assurer la sécurité. C'est alors qu'un cri déchirant se fait entendre dans le quartier de la place de la Comédie. Cri de joie ou de peur, on s'interroge, mais on est incapable d'en déterminer la source. Jusqu'à ce que le cadavre d'une femme soit découvert par des étudiants vers 3 heures du matin, dans une cage d'escalier. L'enquête est confiée au capitaine Alain Piécars de la police judiciaire de Montpellier. La jeune femme baigne dans son sang, sa culotte est descendue jusqu'aux chevilles, son corps et son visage présentent de nombreuses traces de coups. La victime semble avoir beaucoup souffert. Son visage est tellement marqué qu'il est impossible de l'identifier. Elle n'a pas de papier sur elle. En revanche, autour du corps, il y a plusieurs objets, dont un gant de cuir noir, un billet pour le match de basket Montpellier-Lyon se déroulant le soir même. Le talon du billet a été enlevé. Ainsi, la victime y aurait assisté et aurait été agressée sur le chemin du retour. L'autopsie, qui permettra de déterminer l'heure du crime, apportera plus de réponses. Les investigations se poursuivent jusqu'au matin. On cherche d'abord à savoir si la jeune femme résidait dans cet immeuble. Parmi ses effets personnels est effectivement retrouvé un trousseau de clés ouvrant un petit studio occupé par Annie Monneron. L'identité de la victime est confirmée par des empreintes génétiques retrouvées sur un cendrier. Annie Monneron est morte le jour de son anniversaire. Elle venait d'avoir 29 ans. Préparatrice en pharmacie, elle était venue s'installer à Montpellier pour le travail. Elle était originaire d'un village de l'Ardèche. Ses parents l'attendaient le week-end suivant pour fêter son anniversaire. La nouvelle est terrible pour toute la famille. La mère d'Annie ne connaîtra jamais le nom de l'assassin de sa fille. Elle mourra quelques mois plus tard. L'autopsie du cadavre révèle une mort par strangulation. Avant cela, Annie a été frappée à coups de pied par des chaussures de type Ranger ou Santiago, au visage et dans l'abdomen. Le foie et la rate ont éclaté sous la violence des coups de l'agresseur. Le médecin légiste note également une fracture à l'arrière du crâne qui a provoqué une hémorragie cérébrale. Des blessures laissent à penser que la victime a été forcée à se tenir à genoux pendant un certain temps, peut-être pour une fellation forcée. Annie a été violée, mais son agresseur n'est pas reparti sans laisser de traces. Du sperme est retrouvé sur la veste. Annie s'est défendue autant qu'elle le pouvait. Les ecchymoses sur ses mains le prouvent, ainsi que ce bout de peau retrouvé sous un ongle et un cheveu. Tous ces éléments sont envoyés dans un laboratoire pour en tirer un ADN. En 1993, on ne pourra le comparer avec celui de l'agresseur. Il n'existe pas encore de fichier centralisé. Tout ce que les enquêteurs peuvent espérer, c'est que l'individu soit arrêté, pris sur le fait, ou grâce à une enquête classique dans l'entourage de la victime.
Les policiers du SRPJ de Montpellier commencent leurs investigations dans l'appartement de la victime. Ils trouvent des fiches de paye qui les mènent à une pharmacie de la ville. D'après son employeur, c'était une employée irréprochable, très agréable. Tous les clients l'appréciaient. Ses collègues la connaissaient sous un autre jour. À côté de son travail, Annie avait l'habitude de faire la fête. L'heure de la mort sera estimée entre 2h et 2h30 du matin, soit plusieurs heures après la fin du match de basket. Les enquêteurs supposent qu'Annie est allée profiter du festival de rock et qu'elle a pu y faire une mauvaise rencontre. Cette hypothèse est à piste multiple. L'enquête risque de prendre du temps. Les États du rock de Montpellier attirent chaque année des milliers de personnes. Le festival se déroule dans plusieurs dizaines de salles de concert et de bars. Pour l'instant, aucune information ne permet d'orienter l'enquête. L'agenda d'Annie est retrouvé, et tous ses contacts vont devoir se prêter au jeu des questions-réponses des enquêteurs. L'un d'eux évoque un homme originaire de sa région qui avait l'habitude de lui faire des cadeaux. Cet homme est restaurateur. Convoqué par les gendarmes, il confirme qu'il connaissait Annie. C'était une très bonne amie. En revanche, il aimerait faire taire les rumeurs à propos d'une possible liaison avec elle. Les enquêteurs ont doute, ayant découvert qu'il lui offrait de la lingerie féminine. Cependant, lorsqu'on s'intéresse à son emploi du temps de la soirée du 28 février, le suspect possède un alibi puisqu'il se trouvait dans son restaurant. Ce 28 février 1993, l'équipe de basket-ball de Montpellier affrontait l'équipe de Lyon. Un match important qui faisait l'objet d'un reportage pour le journal télévisé de l'antenne locale de France 3. Les enquêteurs demandent à visionner les rushs dans l'espoir d'apercevoir la victime. Par chance, Annie Monneron a été captée par l'une des caméras. L'angle révèle la présence d'une cinquantaine de spectateurs autour d'elle. Son meurtrier se cache peut-être parmi eux. Cette hypothèse implique un travail d'identification minutieux et chronophage. Parmi les spectateurs, l'un d'eux s'appelle Victor. Ils connaissaient Annie, mais ils ne se sont pas retrouvés après le match. Lui aussi possède un alibi. Les enquêteurs tentent également de retracer le parcours effectué par la victime après la rencontre. Sachant qu'elle n'est pas rentrée directement, elle s'est certainement rendue dans l'un des établissements qui proposait un concert. L'un des chemins qu'elle a pu emprunter mène au bar le Teddy Beer. Interrogé par la police, le videur de l'établissement se souvient d'Annie. Elle est arrivée aux alentours de 23h ou 23h30 pour assister à un concert. Elle portait une veste verte et des boots. La même veste qui a été retrouvée sur son cadavre, tachée du sperme de son violeur. Les enquêteurs ont de la chance. Le videur a une excellente mémoire et un grand sens de l'observation. Il a aperçu Annie en train de discuter avec un garçon portant une coiffure de type rasta. Lui le nomme David, mais après vérification, on découvre que le jeune homme s'appelle en réalité Fred. Musicien à ses heures perdues, il était monté sur scène ce soir-là, le temps d'une chanson. Il a effectivement discuté avec Annie, mais a fini par la perdre de vue. Ni le patron du bar, ni les serveurs ne l'ont vu quitter l'établissement. Pris dans l'euphorie du moment, personne n'a fait attention à Annie. Aux alentours d'1h du matin, la fête battait encore son plein. Les établissements de nuit étaient remplis, mais les rues étaient quasi désertes. Les couches d'eau étaient déjà au lit. Personne ne peut dire si un homme a suivi Annie jusqu'à son immeuble. Il n'y avait à l'époque quasiment aucune image de vidéosurveillance exploitable. Une autre chose est quasi certaine pour les enquêteurs, c'est que le coupable n'habitait pas le quartier. L'enquête est sur le point de s'arrêter, faute de pistes sérieuses exploitables. Mais la juge d'instruction, Marie-Claude Laporte, refuse de refermer le dossier. En novembre 1996, plus de 3 ans et demi après les faits, elle reçoit la famille Monneron dans son bureau pour leur faire part des maigres éléments dont elle dispose. La juge ne perd pas espoir. Elle est convaincue que l'affaire finira par être résolue et leur assure que l'enquête ne va pas être abandonnée. De leur côté, les proches d'Annie prennent les choses en main. Ils décident de demander le soutien de Jacques Pradel. L'animateur de TF1 anime une émission très populaire à l'époque, Témoin numéro 1. L'émission rassemble plusieurs millions de téléspectateurs. C'est autant de chances pour la famille d'obtenir une information pouvant aider à faire avancer l'enquête. Même si cette émission fait parfois perdre du temps aux enquêteurs. À chaque numéro, le standard est envahi d'appels. Dans le cas d'Annie Monneron, des centaines de personnes tentent d'apporter leur contribution qui n'aboutit malheureusement à aucune piste. 4 ans après le meurtre d'Annie Monneron,
La juge d'instruction demande à ce que l'ADN soit prélevé sur tous les témoins qui sont passés dans les bureaux de la police judiciaire. Hélas, aucun ne correspond à celui retrouvé sur la scène de crime. La même année, la remplaçante d'Annie à la pharmacie de Montpellier finit par se présenter à la police. Elle déclare être victime de harcèlement. Depuis 3 ans, un homme la drague avec insistance, lui fait des cadeaux, et même allait jusqu'à la suivre à son domicile. La préparatrice en pharmacie confie au policier qu'elle n'a jamais osé en parler, par peur de représailles. Mais cette fois-ci, l'homme est allé trop loin. Il a essayé de monter de force dans sa voiture. Les policiers identifient rapidement le harceleur en question et le mettent en garde à vue. Il reconnaît les faits. En revanche, il ne connaissait pas Annie Monneron. Son ADN dira-t-il le contraire? Hélas, non. L'homme n'est qu'un harceleur de plus. Il n'est a priori ni un violeur, ni un assassin. Cette dernière piste termine dans une impasse. Jusqu'au début des années 2000, le dossier Annie Monneron passe entre les mains de plusieurs juges d'instruction. La juge Marie-Claude Laporte a été mutée. L'enquête s'estompe pendant un moment, les juges ayant des affaires plus urgentes à traiter. Mais 11 ans plus tard, un nouveau juge d'instruction est nommé à Montpellier, Jean-Pierre Bandiera. Il décide d'exhumer le dossier, contacte l'Institut médico-légal qui a toujours les scellés de l'affaire en sa possession et demande une nouvelle expertise génétique. Ce qui ne pouvait être révélé 10 ans plus tôt se présentera bientôt sous les yeux des enquêteurs. Parmi les quelques 6000 personnes répertoriées sur le fichier des empreintes génétiques, un nom ressort, celui de David Missetoubé. Reconnu coupable par la justice en 1997 pour une série de viols, il est incarcéré depuis 1999 à la prison de Bédenac, en Charente-Maritime. David Missetoubé, âgé de 34 ans, est né en 1969 à Alès. C'est un enfant de bonne famille. Son père est dirigeant d'entreprise et sa mère travaille comme fonctionnaire au Trésor public. Rien de son passé ou de son éducation ne semble expliquer de tels passages à l'acte. Même son père ne l'explique pas et s'avoue complètement déconcerté par les actions de son fils. Au procès, il confiera sa colère et sa profonde déception. Les problèmes judiciaires de Missetoubé ne datent pas d'hier. Dès l'âge de 16 ans, l'adolescent commet sa première agression sur l'une de ses amies. Il lui impose une masturbation forcée. La jeune fille porte plainte. Pour lui éviter tout problème avec la justice française, son père l'envoie au Cameroun en guise de punition. Il est forcé de travailler comme les autres adolescents de son âge. Là-bas, son métissage est mal vu, ainsi que son comportement. Il est mis à l'écart par toute sa communauté, comme le dira David lui-même. Lorsqu'il rentre en France, il peine à se réintégrer. Il s'installe dans un appartement qu'il doit assumer seul et alterne périodes de travail et de chômage. David finit par faire la connaissance d'une jeune femme avec laquelle il s'installe pendant un temps. Ses parents sont soulagés et pensent que cette femme sera capable de canaliser leur fils. Ce ne sera évidemment pas le cas. En septembre 1997, une femme interpelle des policiers en apercevant David dans une rue. Paniquée, elle leur dit que cet homme l'a violée. Missetoubé est placé en garde à vue. Il reconnaît le viol et en avoue 2 autres, ainsi qu'une tentative de viol entre les mois de novembre 1996 et juin 1997. À la lecture de son dossier, le juge d'instruction est interpellé par le mode opératoire de Missetoubé. Celui-ci pourrait parfaitement correspondre au déroulé de l'agression survenue dans l'immeuble d'Annie. Le violeur en série a l'habitude de repérer ses cibles à l'avance. Une fois qu'il a choisi sa proie, il la suit jusque chez elle ou jusque dans sa voiture. 2 femmes ont ainsi été agressées à un feu rouge. David est monté dans leur voiture de force et les a menacées avec un cutter. Les victimes se sont toutes résignées sous la menace de l'arme blanche, à l'exception d'une d'entre elles qui est parvenue à s'échapper. Concernant Annie Monneron, le médecin légiste n'avait pas évoqué de traces de coupure. Pourquoi David Missetoubé aurait choisi la strangulation plutôt que l'égorgement? À ce stade, on peut encore douter de sa culpabilité. Si la question est sujette à débat,
c'est parce que les aveux de David ne concordent pas avec la réalité des faits. Les enquêteurs de Montpellier le font extraire de sa cellule et l'interrogent sur Annie Monneron. David affirme ne pas la connaître. À force de lui poser des questions, il confirme sa présence au festival de rock ce jour-là. Il était venu à Montpellier avec des amis pour un concert, déclare qu'à un moment il les a quittés pour se promener seul en ville. David Missetoubé ne précise pas le moment où il a repéré sa victime. Il dit simplement qu'il l'a suivie dans l'immeuble au moment où celle-ci ouvrait la porte. Après lui avoir fait des avances à caractère sexuel et obtenu un refus ferme et catégorique, l'accusé reconnaît avoir frappé la victime, puis lui avoir réclamé une fellation. La situation a dégénéré quand elle s'est mise à crier. David prétend lui avoir donné une simple gifle pour la faire taire. À terre, l'agresseur a serré le cou d'Annie et l'a bâillonnée avant de partir. Cependant, ses aveux ne concordent pas tout à fait avec les éléments du dossier. Le juge décide alors d'organiser une reconstitution sur les lieux du crime, dans l'espoir d'éclaircir les circonstances exactes du meurtre. Malheureusement, la reconstitution n'aura pas lieu. L'avocate de David Missetoubé, maître Martine Figueroa, trouve une faille dans le dossier. Elle s'oppose à sa mise en examen car elle constate qu'en 1993, l'analyse ADN des éléments retrouvés sur le corps de la victime avait été réalisée par une personne qui n'était pas assermentée par le tribunal. Elle plaide l'innocence de son client qui, selon elle, a si bien mené son projet de réinsertion. En juin 2004, il envisageait de retourner vivre chez sa famille à Alès avec une promesse d'embauche à la clé. Sa bonne conduite lui donnait le droit à une libération conditionnelle. De plus, l'expert psychologue Roselyne Tessier a dit de lui qu'il était très intelligent, bien qu'immature sur le plan sexuel. Selon cette expertise, David n'a pas le profil d'un tueur. Mais le juge d'instruction demande une nouvelle expertise de la veste d'Annie Monneron. Le vêtement contient bien le sperme de David. La décision du juge est prise. Compte tenu de cet élément de preuve décisif, le suspect ne sortira pas de prison, il reste en détention provisoire et sera jugé pour le meurtre d'Annie Monneron. Le procès de David Missetoubé s'ouvre en octobre 2006 au palais de justice de Montpellier. La famille d'Annie Monneron s'attendait à voir un monstre dans le box des accusés, mais l'homme n'a pas le profil d'un tueur. L'accusé, défendu par maître Jean-Louis Pelletier, maintient qu'il n'a donné qu'une seule gifle. Son avocat remet en question les analyses ADN. Du sperme retrouvé sur une veste 11 ans après les faits lui paraît inexploitable. Mais un expert lui répond que l'avancée scientifique actuelle le permet bien. Et David finit tout de même par avouer indirectement son acte. Après que l'une des sœurs d'Annie a témoigné de sa peine et de sa détresse à la barre, David Missetoubé se tourne vers elle et lui demande pardon. Maître Iris Christol, l'avocate de la famille de la victime, estime que cette parole sera à prendre en compte au moment du délibéré. À l'issue du procès en cour d'assises, les jurés condamnent David Missetoubé à 30 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 20 ans pour le meurtre d'Annie Monneron. David Missetoubé a donc fini de purger sa période de sûreté en 2024, à l'âge de 55 ans.